Bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette web conférence, cette première web conférence organisée avec Effinosport en partenariat avec Bruno Eubi, sur lequel nous allons vous présenter donc les secrets d'un champion du monde et les clés de la performance, pour aussi bien pour les sportifs que dans notre vie quotidienne. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir plusieurs sportifs partenaires du laboratoire que sont Audrey Tanguy. Audrey, qui est une championne d'ultra trail, qui a eu l'occasion d'avoir de très bons résultats, notamment sur la course de l'UTMB, la TDS, et qui l'a d'ailleurs double vainqueur de la TDS. Félicitations, Audrey. Deuxième de la Diagonale des Fous, et qui est actuellement en direct de Californie à l'occasion d'une course sur laquelle elle va s'aligner, qui est la Canyon Endurance Run. C'est bien ça, Audrey? Tout à fait. On aura l'occasion d'échanger également sur ton actualité du moment. Nous avons également la chance d'avoir Antoine Guillon avec nous, le vainqueur de la Diagonale des Fous, élu meilleur ultra-trailer du monde en 2015. Tu m'entends bien, Antoine? Comment vas-tu? J'entends très bien, ouais. Bonsoir, ça va très bien, oui. Juste de retour d'Italie après un ultra là, ce week-end. Ça va bien. Très bien, merci. Et la chance aussi d'avoir Bruno Eubi, coach sportif, euh, également agrégé d'EPS du côté de Reims, et qui propose également au quotidien des stages de trail, qui intervient sur des team building et qui est également auteur de plusieurs ouvrages et récemment éditeur même sur son dernier ouvrage Performer connecté. C'est bien ça, Bruno? C'est ça, voilà. J'ai décidé de prendre la main de A à Z sur l'élaboration de mon troisième ouvrage, donc je suis devenu éditeur. Pas seulement pour moi d'ailleurs, hein, pour d'autres. Si Antoine veut nous raconter comment on gagne la Diagonale des Fous, ou si Audrey veut faire part de son expérience, ce sera avec plaisir de les éditer. Le but, c'est d'éditer justement toutes sortes de livres, mais pas seulement sportifs d'ailleurs, toutes sortes d'ouvrages. Voilà. Très bien. Merci Bruno. Alors nous avons Armel Tripon, on a essayé effectivement la connexion, on va continuer, je pense qu'Armel pourra nous rejoindre en cours de cette web conférence. Avant de commencer, je souhaiterais déjà vous remercier tous les participants, et d'autre part, à la suite de ce webinaire, vous allez pouvoir tout au long du webinaire poser vos questions à l'ensemble des intervenants. Pour ce faire, voilà, vous avez l'occasion sur la diapositive que je vous présente actuellement d'aller dans une interface qui vous permettra de poser les questions, et on essaiera d'y répondre en fin de cette web conférence. Donc on s'est donné un quart d'heure, 20 minutes pour pouvoir y répondre. Donc on les listera, on essaiera d'y répondre le plus possible. Voilà, donc vous avez tous cette possibilité-là, et n'hésitez vraiment pas. L'idée, c'est d'avoir une interaction et pouvoir y répondre le plus simplement possible. Je vais donc, on va pouvoir poursuivre. Je vais laisser ensuite la main à Bruno sur la présentation de ce webinaire. Donc, Bruno, je te laisse la présentation. Hop. Alors, je n'ai pas la présentation en visuel, Yoann. D'accord. On nous voit tous les quatre. On voit tous les quatre, mais je ne vois pas la présentation. De toute façon, je peux commencer à lancer avant peut-être. Je vais reprendre la main si tu veux, Bruno. On va continuer la présentation. Hop. Donc, je vais passer sur la première diapo, Ouais. celle-ci. Je te laisse débuter. Oui, alors l'objectif de cette conférence, c'est en fait de parler de tout ce qui va caractériser les personnes qui réussissent. Alors oui, on va parler de sport, bien entendu, puisqu'on n'est que des sportifs, mais moi j'interviens régulièrement en entreprise et je pense que les clés de la réussite, elles sont identiques chez quasiment tout le monde, qu'on soit musicien, qu'on soit sportif, qu'on soit chef d'entreprise. Quand on analyse bien quels sont les ressorts qu'utilisent toutes les personnes qui réussissent, on s'aperçoit qu'il y a des choses en commun. Alors, bien évidemment, on parle des secrets d'un champion du monde.
tout le monde ne peut pas devenir champion du monde, tout le monde n'est pas Antoine Guillon, tout le monde n'est pas Audrey Tanguy, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Mais par contre, ce qu'on peut essayer de trouver, c'est quels sont les points communs entre toutes ces personnes qui réussissent et de les utiliser pour les gens qui nous suivent, pour les gens qui nous écoutent, pour qu'à leur niveau, ils puissent l'utiliser pour devenir ce que j'ai coutume de dire, champion du monde d'eux-mêmes. Le but, c'est d'être champion du monde de soi-même. Donc, on va essayer de voir quels sont ces points communs. Qu'est-ce qui caractérise les gens qui réussissent? Qu'est-ce qui fait qu'on est un champion et en l'occurrence, un champion du monde dans sa spécialité? Voilà. Donc, on peut aller à la diapositive suivante. Moi, en observant les champions, j'ai eu le privilège, je ne considère pas que j'en sois forcément un, mais moi, quand j'étais en équipe de France de 100 km, j'entraînais Pascal Fétizon, qui était lui le meilleur au monde dans sa spécialité. Et donc, pour entraîner ce genre d'athlète, pour entraîner Laurence Klein quand elle gagne 3 marathons des sables, pour avoir observé d'autres champions dans différentes disciplines, j'ai trouvé vraiment des points communs parce que c'est un objet d'étude assez intéressant de regarder comment fonctionnent ces gens qui ne sont pas comme les autres. Et donc, ça sera intéressant de voir ce qu'en pensent nos invités. Moi, je ne vois pas comment on peut réussir quelque part sans être passionné. Moi, à titre personnel, ça fait 40 ans que je fais de la course à pied en compétition. Quand je vais courir, j'ai toujours autant de passion. Donc, pour moi, la passion, c'est un des savoir-être, enfin, un état qu'on doit absolument avoir quand on veut s'investir et réussir dans une discipline ou dans quelque chose qui nous tient à cœur. Donc voilà, qu'en pensent nos invités et comment eux, ils peuvent traduire ça? Joanne, Audrey, est-ce que tu veux intervenir à ce sujet-là? En ce qui concerne la passion, oui, je pense qu'effectivement, pour réussir, en tout cas pour donner le meilleur de soi-même, il faut être passionné, oui, c'est sûr, puisque ça demande du temps. Et puis quand on est passionné, on se donne forcément plus. Donc, ouais, effectivement, je pense que la passion, c'est vraiment une clé de la réussite. Ouais. Antoine? Oui, pour moi, c'est essentiel. J'ai toujours eu cette attirance pour le sport, la recherche du repoussement des limites, et c'est toujours une passion. Donc, effectivement, tant qu'on est passionné, on va de l'avant. Il n'y a rien qui est contraignant, même si ça peut paraître difficile. Donc, oui, la passion, ça me paraît essentiel. Ok, alors moi souvent on parle des footballeurs qui gagnent des fortunes, on a tendance un peu de temps en temps à les critiquer en disant qu'ils gagnent des sommes astronomiques qui sont hors sol, mais je suis désolé, c'est peut-être vrai, mais ils ont tous commencé à 8, 9, 10 ans à taper la balle contre un mur, à passer des heures et des heures à jouer au foot avec leurs copains, et tous ces gens qui réussissent au départ sont vraiment des gens qui sont passionnés. Donc, ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent, c'est que essayez de trouver vous ce qui vous passionne. Et si vous êtes passionné par ce que vous faites, il y a de grandes chances que vous alliez très loin dans le projet que vous vous êtes fixé. Voilà, ça c'est vraiment le premier des points. L'autre caractéristique qui est vraiment, à mon avis, importante chez les gens qui réussissent ou chez les champions, c'est toute cette notion d'opportunité. C'est-à-dire qu'à un moment dans leur vie, dans leur carrière, ils ont croisé des gens ou des moments qui ont été déterminants pour eux. Et la caractéristique de celui qui réussit, c'est qu'à la fois, il est capable de voir les opportunités, mais ça ne suffit pas. Voir les opportunités, c'est bien. Mais encore faut-il être capable de les saisir. Alors peut-être d'oser ou de ne pas oser, je ne sais pas, ça on verra avec nos invités, mais à un moment de la carrière, à un moment clé, et parfois à différents moments de la carrière, il va falloir être en capacité de voir et de saisir ces opportunités qui vont aider justement à la contribution de la réussite de ce projet, quel qu'il soit. Qu'en pensent nos invités et comment eux ont-ils pu ou su saisir à certains moments, en nous donnant peut-être des détails très, très précis et très particuliers de leur carrière. Audrey, si tu veux commencer.
Oui, oui, c'est sûr. Je pense qu'il y a plusieurs éléments clés en fait dans notre vie qui peuvent nous amener à faire de notre passion un métier. Et moi, j'en ai eu plusieurs. Et le premier, c'était la rencontre avec Antoine, évidemment, qui m'a mené sur le chemin de la compétition, en fait, dans lequel je serais, je sais pas si j'y serais allée toute seule. Je suis vraiment pas sûre parce que je faisais de la course depuis longtemps et puis parce que la compétition ne m'attirait pas plus que ça. Je pensais pas vraiment avoir des prédispositions pour ça et ça me stressait beaucoup, donc j'avais pas forcément envie de m'ajouter du stress et j'avais suffisamment de plaisir à courir sans pression, voilà. Donc c'est sûr que cette rencontre avec Antoine, ça a été déterminant dans ma petite carrière présente. Ouais. Donc, tu considères Antoine comme ton mentor, c'est ça un petit peu? Oui, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Qu'en pense le mentor, Antoine? J'en pense surtout qu'elle avait des qualités dès le départ et que ça a été peut-être un déclencheur parce qu'elle s'est rendue compte en courant avec Christophe et moi et à tout un groupe de coureurs que finalement elle était tout le temps devant et qu'il n'y avait pas de crainte à avoir sur son état de forme. Ouais, il y avait des capacités évidentes, donc tant mieux si ça a été un déclencheur, c'est chouette. Pour ma part, ça n'a pas été des rencontres spécialement avec des athlètes. Je pense que les opportunités, elles ont été en plusieurs étapes. J'ai eu la chance de pouvoir courir dans la nature. Alors sur route au début, j'ai commencé quand j'étais gamin sur route, mais à la campagne. Et je prenais beaucoup de plaisir à m'évader, à courir sur les petites routes de campagne, en forêt en fait, mais sur le bitume. J'ai eu cette chance et ça m'a permis avec ce plaisir que j'en retirais, de continuer pendant des années sans faire spécialement trop de compétition. J'y attachais pas spécialement d'importance, mais je me suis constitué un fond d'endurance qui ensuite m'a permis de m'épanouir plus tard. Et ce qui a été vraiment pour moi il n'y a pas eu un déclencheur, mais il y a toujours eu une envie sous-jacente. Et ça, c'était déterminé par Yanis Kouros. Je lisais des récits c'était Jogging International, j'étais gamin, et quand je lisais ce que faisait Yanis Kouros sur des 24 heures, des 6 jours, des traversées en Australie, moi ça me faisait rêver et je sentais que j'avais ces capacités à courir longtemps à un rythme tranquille. Je me disais plus tard je ferai ça. Et je me suis tenu à ça. Aujourd'hui, je pratique l'ultra un peu avec cette image de Yanis Kouros qui courait très très longtemps à un rythme régulier. Et c'est ce que je vis. C'est pour ça que je fais pas spécialement de vitesse. J'aime la régularité, ne pas trop me faire mal, pas trop me rentrer dedans. C'était ça mon déclencheur. D'accord. Ah oui, mais beau témoignage, Antoine. Effectivement, avec un certain succès, hein, parce que pour courir longtemps, ça, avec plusieurs succès et sur une performance, une régularité, notamment de tes résultats sur la Diagonale des Fous, notamment, hein, c'est une course qui te tient à cœur particulièrement et à beaucoup d'ultra-trailers, hein, c'est un mythe, effectivement. Bruno, je vais te laisser, donc on va partir sur la seconde, voilà, les piliers de la performance. On n'a pas parlé du troisième point. On n'a pas parlé du troisième point au niveau des savoirs. Voilà, c'est ça, oui. Et moi, je voudrais juste faire une petite aparté. C'était pas prévu dans la conférence, mais c'est justement ça qui est bien, c'est que à une période là où on n'a plus de compétition, plus d'objectifs, où les gens sont perdus, moi, j'arrête pas de dire, mais la compétition, c'est pas une fin en soi. Si on fait du sport, c'est parce qu'on aime ça, c'est parce qu'on est bien dans sa peau, c'est parce que ça nous fait nous épanouir et nous sentir bien. Et l'absence de compétition ne devrait pas être aussi impactante. Et là, on a vraiment deux témoignages hyper intéressants. C'est-à-dire qu'Audrey, elle dit, ben moi, j'aurais pu courir sans compétition, voilà, parce que j'aime ça. Et Antoine, la même chose, qui disait, moi, je ne faisais pas de compétition, je vais courir sur les chemins. Ça, c'est hyper important de retenir ça, cette notion, on y reviendra après, mais cette notion de plaisir, juste de courir, et pas simplement d'avoir une finalité de compétition en soi. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de réussir, puisque les deux sont en train de devenir sont devenus des compétiteurs et des compétiteurs très efficaces. Donc, je pense que c'est une belle, beaux exemples et une belle leçon à retenir dans ce contexte actuel. Alors, eux, évidemment, ce n'est pas les bons exemples, puisqu'ils sont sur des compétitions, mais forcément, c'est des athlètes de haut niveau, donc ils ont cette possibilité, mais je pense que ce n'est pas vraiment une fin en soi, la compétition.
Oui, alors le troisième des points sur lequel je voulais insister, c'est cette notion de détermination, donc de la passion, la capacité à choisir à un moment une voie, mais aussi, je trouve que ce qui caractérise ceux qui réussissent, c'est qu'ils ont une détermination à toute épreuve. Donc l'image qui illustre ça, je pense qu'elle est assez parlante dans ce que je veux faire passer comme message, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, la personne qui réussit est déterminée à atteindre son but et je dirais que rien ne peut l'en détourner. Et ça, c'est vraiment une caractéristique qui est importante et qui permet justement, quand on a cette détermination, de ne pas baisser les bras dans les moments difficiles. En ce moment, on en a tous, parce que c'est compliqué. Et donc, cette notion de détermination, d'être vraiment axé vers un but et de s'y tenir, elle est hyper importante. Merci Bono. Effectivement, être déterminé, surtout dans cette période, je pense que c'est important et pouvoir organiser des événements, pouvoir se mettre des objectifs, comme l'a pu le faire récemment Antoine sur l'organisation effectivement du Sentier Qatar notamment avec Eric Chavet et la team Kinétique. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, se déterminer à faire des projets, à continuer à courir? Voilà, l'idée c'était d'organiser pour nous-mêmes un défi, c'est-à-dire l'occasion d'aller plus loin que ce que l'on fait à l'entraînement pour éviter de perdre peut-être des acquis qui sont infimes, mais peut-être des acquis qui sont physiologiques. Peut-être des acquis dans le mental aussi, parce que dans la résistance mentale, parce qu'à faire des petits entraînements même répétés, si on n'est pas confronté à de la difficulté, celle qu'on rencontre dans les longues distances, moi j'avais la crainte que je perde quelque chose. Donc je m'étais dit, il faut qu'on fasse nous-mêmes des longues distances, et puis en même temps l'ouvrir aussi au public de manière à essayer de remotiver un peu les troupes, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde baisser les bras. Là on parle de détermination, mais effectivement la détermination c'est une clé de la réussite, pas pour être un champion, mais simplement pour garder son niveau de forme, ne pas perdre le plaisir d'avancer. Parce que autant il est difficile d'arriver à trouver du plaisir dans ce sport, parce qu'au début c'est difficile la course à pied, autant on va très vite à perdre son niveau, et du coup après tout est contrainte. Donc voilà, je voulais essayer de faire quelque chose qui entraîne aussi les autres. Ouais, un beau, effectivement, qu'on a pu suivre, et c'est vrai que ça faisait plaisir de bouffer d'air et de pouvoir vous suivre au quotidien. C'était vraiment très sympa. Bruno, Ouais, la détermination. Oui, oui, c'est sûr que je pense que c'est un trait commun à toutes les personnes qui réussissent, quel que soit leur milieu d'ailleurs. Et oui, effectivement, je pense il faut avoir une envie à toute épreuve, parce que forcément, il va y avoir des épreuves, et que si on veut vraiment réussir, il faut passer outre toutes ces épreuves. Ouais. Ok, merci, c'est intéressant. On va passer à la partie un peu plus physiologique, on va dire. Donc, moi, dans ce que j'ai pu caractériser de ce qu'est la performance, alors là, on va dire plus au sens sportif, mais ça peut aussi s'appliquer à d'autres, parce que les termes de qualité, d'entraînabilité, volonté, donc c'est des termes que j'ai utilisés pour qu'on s'en souvienne plus facilement. Voilà, performance égale qualité plus entraînabilité plus volonté. On va expliquer ce qu'il y a derrière chacun de ces termes. On va parler de sport, mais une fois encore, je crois que on peut transcrire ce modèle-là à toutes les personnes qui réussissent au sens large. Donc, le premier point, c'est la diapositive suivante. Ce que j'appelle les qualités, on va dire, pour moi, c'est un peu ce que tout le monde va dire en parlant d'un champion. Alors, je ne sais pas, on verra ce qu'en disent nos interlocuteurs, mais quand on caractérise celui qui réussit, un champion, on va tout de suite, selon moi, dire, bah oui, mais lui, il a des qualités hors normes, il a des qualités exceptionnelles, donc il réussit. Oui, certes, tous ceux qui réussissent
Même Bill Gates, hein, il a des qualités, il a des, en tant que qualité, je parle de ressources, donc ça peut être de ressources physiques, ça peut être des ressources mentales, bref, des ressources qu'on a à sa disposition. Donc oui, le champion, celui qui réussit, il a des ressources en quantité très importante. Mais là où c'est intéressant dans ce qu'on va développer après, c'est qu'on va s'apercevoir que ça ne suffit pas et qu'il ne suffit pas d'avoir des qualités pour être un champion. Moi, je pratique la compétition depuis 40 ans. J'ai été élève en sport-études. J'ai croisé pendant ma carrière des dizaines et des dizaines et des dizaines d'athlètes doués, surdoués, avec des qualités physiques exceptionnelles, mais qui n'ont jamais réussi. Parce que les qualités, c'est une condition sine qua non pour être champion du monde. C'est certain. On s'adresse à des gens qui ne seront pas champions du monde, donc on peut leur dire, OK, vous avez des qualités, elles sont ce qu'elles sont, on ne peut pas tellement intervenir sur les qualités. Par contre, il y a d'autres leviers sur lesquels on peut intervenir. Il est certain que si on regarde un Teddy Riner, ah oui, bah ça c'est sûr que lui, ses qualités, elles sont visibles et apparentes. Donc, les qualités, c'est un peu ce qu'on a plus ou moins à la naissance. C'est ce qui nous a été déterminé, voilà, on va dire un peu génétiquement, hein, pour simplifier, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, c'est le premier point qui caractérise le champion, mais ce n'est pas le seul. Et je ne sais pas si on demande à Audrey, si on demande à Antoine s'ils ont des qualités. Moi, par exemple, je considère que c'est pas sur ce point-là que j'ai été le plus fort. Moi, c'est plutôt sur le point 2. Mais je sais pas. Je veux pas donner des réponses avant, mais je me doute un peu de ce que vont répondre Audrey et Antoine. Et ça sera intéressant justement de les écouter sur ce qu'ils pensent de ça. Quelles sont, à leur avis, leurs qualités, comment ils les expriment et qu'est-ce qu'ils pensent de cette partie-là de la performance. Ok, alors oui, en qualité, si on considère que on a déjà des acquis, on va dire à la naissance, je dirais que moi, ce que j'ai pu exploiter, si c'est bien ça, si c'est un peu l'idée aussi, c'est que j'ai toujours été très léger. Un rapport poids-puissance, même quand j'étais peut-être pas trop sportif quand j'étais ado, qui était assez développé et une grande endurance. Peut-être que j'avais un cœur qui était bas, certainement même parce que je faisais aussi de l'apnée en parallèle et puis bon, j'arrivais à rester assez longtemps sans respirer. Donc j'ai mis peut-être à profit ces qualités-là pour me diriger sur la course à pied. Voilà, on va dire que je démarrais avec de bonnes bases. Ouais, tu t'es naturellement tourné vers les activités qui te convenaient. Voilà, mais là je parle de quand j'étais gamin. Après, il y a peut-être en grandissant, évidemment, on a d'autres ressources qu'on peut découvrir. Alors, elles viennent peut-être aussi de la façon dont on a vécu justement cette enfance. Mais je pense qu'au niveau physiologique, moi je fonctionne bien au niveau de la dégradation lipidique et c'est un atout pour les courses de très longue distance. C'est ce qui explique aussi cette courbe assez linéaire que je peux avoir entre un début et une fin de course. Je pense que c'est essentiellement là pour moi. Ça me parle. Alors Audrey, toi qui voulais pas faire de compétition, tu croyais que tu n'avais pas de... En fait, je pense que c'est un point qui est assez compliqué parce que pour savoir qu'on a des qualités, il faut les comparer aux autres. Et du coup, bah, moi, je l'avais pas trop fait. Donc, effectivement, une qualité se révèle que en comparaison à quelqu'un d'autre. Donc, maintenant, après avoir fait un petit peu de compétition, je pense que effectivement, j'ai peut-être des qualités d'endurance particulières. Voilà, après, je te rejoins assez, Bruno, sur le point que je pense que la volonté et peut-être le mental a une part encore plus importante que les qualités innées ou intrinsèques, je pense. On va y venir. On va y venir. Après, non, les qualités, ouais, je pense que en ce qui me concerne, à part de l'endurance, peut-être, ouais, j'aurais un peu de mal en fait, je sais pas trop. Ouais, c'est ça. Je pense que
en termes d'endurance. Je me souviens pas si je développe après. Du coup, comme j'ai pas le diapo sous les yeux, je sais pas si je. Oui, voilà, c'est ça. Donc ouais, sur les qualités, c'est ça. On peut se dire, même toi Audrey, enfin tu vois, si tu gagnes 2 TDS, tes qualités elles sont quand même hors normes parce que tout le monde ne gagne pas la TDS. Donc même si tu considères que tu n'as pas forcément les qualités, ça va être compliqué à entendre pour tous nos participants que tu dises bah non moi j'ai beaucoup de mental mais j'ai pas trop de qualité. Non, c'est pas Ce qui vraiment ce que je voulais. caractérise un champion, c'est aussi l'humilité et vous en êtes la preuve tous les deux. Vous avez beaucoup d'humilité. Non, c'était pas de la fausse modestie, c'était juste pour dire que Non, je trouve ça difficile. C'est difficile de donner ses propres qualités. En fait, honnêtement, voilà, je pense qu'effectivement, je dois avoir des qualités d'endurance parce que sinon, je réussirais pas comme je réussis. Mais après, c'est compliqué. Et puis, je suis pas assez calée pour dire spécifiquement quelles pourraient être mes qualités. Voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis, Audrey, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger pas mal et tu évoqué le fait que bah, tu cours depuis longtemps. Effectivement, tant que tu n'as pas été confronté effectivement à la compétition, tu ne te rendais pas forcément compte de tes prédispositions, tes qualités. C'est vrai que toi, tu es entouré d'une famille quand même de sportifs et c'était naturel chez toi voilà, de pratiquer cette activité. Et c'est vrai qu'après, effectivement, je pense peut-être le Pygmalion, comme tu l'as très bien présenté au début de webconférence, ça a été Antoine qui t'a peut-être mis voilà, pied à l'étrier. Et puis après, c'est parti. Aujourd'hui, avec un certain succès, parce qu'aujourd'hui, tu es en direct de Californie, tout de même, et pour une superbe course. Donc, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais, le fait de voir qu'on a enfin des qualités quand on se confronte aux autres et on se dit, bah ouais, effectivement, il y a peut-être des choses sur lesquelles je ne me rendais pas compte. Et ça y est, j'ai pris conscience de ça, mais tout en restant modeste. Mais bien sûr, prendre conscience de ça, il me semble un point important pour pouvoir ensuite aller encore un peu plus loin. Exactement. Donc c'est peut-être justement la bonne conclusion qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent. C'est on n'est peut-être pas forcément conscient de ses qualités. Il va falloir peut-être parfois un contexte spécial pour qu'on découvre qu'on a des qualités. Mais dans tous les cas, il en faut un certain nombre pour réussir, mais ce n'est pas non plus la condition sine qua non. Le champion, il est né avec des qualités exceptionnelles, mais tout le monde naît EST, n'est pas un champion et ne naît pas d'ailleurs champion. Donc ça, je dirais que c'est une constatation, mais concrètement, ça ne donne pas des outils à ceux qui nous écoutent pour savoir comment ils vont réussir. Par contre, sur le point suivant, oui, je pense que là, on va pouvoir avancer. Donc, moi, ce que j'ai constaté aussi en côtoyant des champions, en entraînant des champions ou en servant de ma propre pratique, c'est que celui qui réussit, c'est jamais le champion le plus doué de sa génération. Il suffit d'écouter les champions, ils vont tous vous dire qu'ils ont croisé, même Zidane, ils vont tous vous dire qu'ils ont croisé dans leur vie à un moment des gens bien plus doués qu'eux, sauf que eux, ils s'entraînent, sauf que eux, ils sont persévérants et même s'ils réussissent, alors voilà, je dirais qu'un Teddy Riner qui est 10 fois champion du monde, il a faim de victoire comme au premier jour. Et il va s'entraîner pour ça de manière supérieure encore aux autres. C'est-à-dire que le champion, celui qui réussit, c'est celui qui s'entraîne le plus. C'est le bosseur. Bon là, je vais dire, on ne vous apprend rien, mais c'est la valeur travail. C'est ça qui va potentialiser nos capacités. Donc, quelles que soient les capacités qu'on a, elles ne pourront s'exprimer qu'à travers le travail, qu'à travers la répétition, qu'à travers les efforts. Mais même celui qui est le plus doué de sa génération, ou celui qui est très doué, c'est pas pour autant qu'il ne va pas travailler. Il ne faut pas croire que les champions, ça leur tombe comme ça, tout cuit, tout rôti dans le bec. Platini, quand il avait fini, alors je parle de Platini parce que je fais partie de la génération Platini, mais ça peut être peut-être la même chose pour des sportifs plus récents. Il passait des heures et des heures et restait sur le stade quand tout le monde était parti. Et lui, il tirait des dizaines et des dizaines et des dizaines de coups francs. Enfin bref, on peut citer des tas d'exemples comme ça où c'est l'athlète le plus fort, mais il va rester plus longtemps sur le stade, il va s'entraîner plus que les autres. Et ça, c'est vraiment ce qui caractérise celui qui réussit. Et là-dessus, on peut avoir un levier important. On peut agir sur ça. Moi, je connais des athlètes qui ont une entraînabilité
de champions, qui ne sont pas des champions, mais qui s'entraînent avec une fréquence, un investissement de champions. Ils n'ont pas les qualités d'un champion. Voilà, donc la morale de cette histoire, ou le résumé, c'est de dire aux gens, bossez, 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 bossez. Vos qualités sont ce qu'elles sont, mais ce n'est qu'en travaillant encore, encore et encore que vous arriverez à obtenir la substantifique moelle. Alors, en termes de… Ouais, effectivement, Audrey, je te laisse réagir. Alors du coup, moi, je suis d'accord avec le fond, avec l'investissement, je suis d'accord, mais celui qui s'entraîne le plus, je pense que ça peut être mal interprété, en fait, mal compris, parce que je pense pas que le fait de s'entraîner plus va forcément amener à une meilleure réussite, en fait. Il faut s'entraîner mieux, ça, je pense que c'est très important. S'investir à fond dans ses entraînements et savoir ce qu'on est en train de faire, ça, je pense que c'est très important aussi. Mais s'entraîner le plus, en tout cas, ça peut mener à des fins de carrière assez rapides. Et c'est notamment ce qui arrive, ce qui est arrivé et ce qui arrive encore en ultra trail, notamment chez les féminines. Donc, je pense que c'est important de modifier un petit peu ce discours en disant celui qui s'entraîne le mieux, effectivement, et celui qui s'investit à fond et qui a vraiment très envie de réussir va peut-être mieux réussir qu'un autre, pas forcément celui qui s'entraîne le plus. Voilà. Ouais, mais non, mais tu as raison de préciser ça, parce que pour moi, celui qui s'entraîne le plus, et c'est bien que tu interviennes, c'est pas forcément pour moi une question de volume. Oui, mais effectivement, la formulation plus juste serait celui qui s'entraîne le plus et le mieux. Parce qu'il y a aussi une notion de charge d'entraînement. C'est-à-dire que le but de l'entraînement ou de l'entraîneur, c'est d'arriver à la charge d'entraînement maximale que l'athlète puisse assimiler. Et cette charge d'entraînement maximale, elle est différente d'un athlète à l'autre. Et effectivement, pour y arriver, il faut s'entraîner beaucoup, mais il faut surtout s'entraîner de manière efficace. Et c'est très important de le souligner. Tu as parfaitement raison. Antoine? Ah bah, je suis tout à fait d'accord, en fait, c'est ça. Il faut trouver le bon ratio par rapport à ses propres capacités et des capacités qui évoluent aussi dans le temps. Ce qui est vrai une année n'est plus tout à fait exact l'année suivante, en fonction de l'évolution dans sa carrière, en fonction de ses choix aussi de compétition, dans les choix aussi d'enchaînement, d'intensité qu'on va mettre dans les compétitions aussi. Tout ça, enfin, ça forme un tout et il faut choisir, enfin, il faut sentir. Choisir, c'est difficile, mais sentir en tout cas le dosage le plus adapté, le plus haut dosage, on va dire. Parce que du temps, un champion, on peut dire qu'il en a. Il peut dégager du temps pour s'entraîner à la limite 6-7 heures par jour. Mais 6-7 heures par jour, comme disait Audrey, ce serait sans trop s'entraîner, conduirait à l'échec. Même si c'est une passion, on peut être tenté de s'entraîner beaucoup, mais il faut savoir aussi se reposer, parce que le repos nous permet aussi d'être meilleur dans le temps, d'assimiler tous les entraînements. Donc, ouais, s'entraîner le plus judicieusement possible, en assez grande quantité, ouais, ça peut donner du bon résultat. Et ce qu'il faut retenir, c'est que pour les gens qui voient des champions, on pourrait penser que c'est facile. En fait, ce qu'il faut retenir de ça, cette notion d'entraînabilité, c'est que non. Le champion, celui qui réussit, c'est quelqu'un qui bosse dur. Ça ne tombe pas comme ça tout de suite au rôti. Il n'a pas juste des qualités. La fée qualité, c'est pas pencher sur son berceau à sa naissance en lui donnant un coup de baguette magique et hop, il claque des doigts, il réussit. Le champion ou celui qui réussit, c'est celui qui bosse beaucoup. Ça, c'est vraiment quelque chose. Pour ajouter quelque chose, je dirais qu'on est souvent sur le fil du rasoir parce qu'on veut faire au mieux. Alors on s'entraîne beaucoup. Il y a des séances qui sont difficiles, très longues, répétées dans tous les temps. Alors il y a des moments où on sent bien qu'on est sur le fil, que c'est juste, il y a des douleurs qui s'installent. Alors il faut savoir jongler avec différents types d'entraînement pour pouvoir continuer de s'entraîner tout en faisant disparaître ces douleurs qui commencent à s'installer. Alors il faut jongler en permanence. Donc il faut se connaître, faut être bien entouré aussi pour donner le meilleur de soi-même en permanence. Ok. Donc le troisième point, après l'entraînabilité et les qualités, ce que j'appelle la volonté, c'est alors j'ai mis volonté, mais la volonté c'est pas juste de vouloir. Moi la volonté,
je la caractérise par la faculté qu'a celui qui réussit à jouer la partition sans fausse note le jour J. Moi, j'ai croisé beaucoup de champions avec de grosses qualités qui s'entraînaient énormément et qui le jour J passaient complètement à travers. Et là, on a des champions qui réussissent, qui gagnent, et ça sera intéressant qu'ils nous expliquent comment eux ont vécu leur succès. Cette capacité à tout mettre en partition sans fausse note le jour J, c'est quelque chose qui est caractéristique du champion et qui fait qu'il va réussir. Audrey, est-ce que tu veux évoquer ton expérience, notamment, je pense, celle que tu as réalisée, alors bien sûr, sur tes victoires, tes premières peut-être, à toi de voir celle qui te paraît la plus intéressante, mais celle aussi que tu as réalisée à Sacramento, sur les fameux 100 km, où tu as fait un résultat en 7h40, je crois. Et là, pour le coup, c'est une sacrée performance sur un format qui était assez atypique pour toi. Est-ce que tu veux échanger ça Ouais. nous faire Juste avant, pour revenir sur ce qui a été dit, en fait, je pense que aussi pour réussir dans une activité, enfin, il faut trouver déjà une activité qui nous convienne, même au niveau mental. En fait, je dis ça parce que moi, j'ai fait de la compétition dans d'autres sports avant et j'étais pas du tout capable j'étais quelqu'un de très stressé. Et je suis toujours d'ailleurs, mais j'arrivais pas à utiliser ce stress comme pour le jour J, en fait, pour être performante le jour J. Et du coup, je pense que dans le trail, dans l'ultra notamment, ça a été quelque chose qui ne m'a pas gênée et qui, je pense, même m'aide à me concentrer et à me préparer avant une compétition. Donc, le choix, en tout cas, le choix, entre guillemets, de l'activité qu'on va plébisciter, va faire aussi qu'on va arriver à utiliser les qualités qu'on a intrinsèquement. Après, alors c'était quoi la question du 100 km? Je me souviens plus. Oui, non, je parlais du résultat effectivement que tu as pu faire sur des courses. Là, je donnais l'exemple sur Sacramento, mais tu peux donner d'autres exemples. C'est savoir mobiliser, voilà, un instant T, voilà, s'il y a tout ce stress, toute cette effervescence autour de gros événements et la capacité à prendre le dessus et à tendre vers son objectif et l'atteindre. Alors, du coup, pour cet exemple-là, c'était à Phoenix, en fait, la course, pas très loin de Sacramento, mais c'était à Phoenix. Alors là, c'était particulier parce que il s'agissait d'essayer de tenir une allure particulière qui avait été déterminée avant en entraînement le plus longtemps possible. C'est quelque chose que j'avais encore jamais fait et voilà, que j'avais encore pas expérimenté et je savais pas du tout comment mon corps allait réagir à ça. Différemment d'un ultra, parce que dans un ultra, en fait, je vais plutôt essayer d'écouter au maximum mon corps et savoir ce que je dois faire à tel ou tel moment pour pouvoir aller au bout de la course. Là, il fallait vraiment essayer de maintenir cette allure. Donc, oui, effectivement, c'était stressant, mais pas forcément plus stressant que finalement un autre ultra qui allait durer plus longtemps. Parce que là, dans cette épreuve-là, ce qui était moins stressant, c'était qu'effectivement, c'était plus court et qu'il y avait moins de variabilité en termes d'environnement. Dans un ultra, il peut se passer plein de choses. Il y a des fois des nuits, il y a des fois le temps qui évolue très vite, le terrain qui change. Là, c'était de la route, c'était un circuit qui faisait 10 km. Je voyais des gens tout le temps les mêmes au bord de la route. Donc, il y avait moins de variabilité extérieure. Donc, en termes de stress, non, c'était pas forcément plus stressant que ce que j'ai l'habitude de faire. Du coup, je n'ai pas eu forcément à plus me mobiliser en termes de concentration ou quoi pour ce 100 km que pour les autres ultras que j'ai eu à faire même. Peut-être la première TDS, tu t'y attendais pas forcément, non? Non, pas du tout, non. Non, Voilà. je m'y attendais pas du tout. Alors, comment… Là, il s'agissait pas de se liquéfier en cours de route. Et c'est ça aussi qui fait que tu as gagné, c'est que tu as été capable voilà, de ne pas perdre les pédales, de pas te liquéfier, de ne pas paniquer, de pas. Enfin voilà. J'ai quand même pleuré la veille de la course. La veille. Non, en fait, j'ai l'impression que j'arrive pas à gérer ce stress, mais en fait, avec l'expérience, j'ai l'impression que c'est finalement peut-être mon mode de fonctionnement en fait. Je sais que j'ai ce stress avant une course qui est très important. Là, c'est dans 2 jours la course, donc autant vous dire que je suis au maximum. Mais en fait, je pense que
en fait, je l'utilise. Ça me permet de me concentrer. En fait, je pense que ça doit être une certaine forme de préparation mentale qui est fort désagréable, mais je pense qu'elle est nécessaire pour la suite et pour la réussite de ce que j'entreprends. Donc, en fait, c'est ce que j'ai envie de dire aux gens. En général, les gens me disent comment tu fais pour gérer ton stress. Je le gère pas du tout, en fait, vraiment. Et, et au final, ça m'empêche pas d'arriver à me concentrer le jour J et à faire ma course et à pas être perturbée par ce qui se passe autour. Et donc aussi parce que je pense que j'ai trouvé l'activité qui me convient avec mon mode de fonctionnement. Ce qui marchait pas du tout en tennis. J'ai fait du tennis, par exemple, j'étais incapable de vraiment donner le meilleur de moi-même sur un match de tennis. C'était impossible. Je n'y arrivais pas du tout. Et Antoine, toi qui, alors le stress, je sais pas, le stress, j'ai l'impression que c'est pas un mot qui te, qui peut te Non. caractériser. Comment tu fais? Voilà, la question, comment fais-tu? Comment je fais pour ne pas être stressé? Je crois que, en fait, j'attends les compétitions avec vraiment grande envie. J'aime beaucoup m'entraîner, j'aime beaucoup courir. J'aime beaucoup aussi la compétition et l'approche pour moi d'une compétition. Je me considère toujours un peu comme un outsider en fait. Euh, Là, vous me placez un peu comme un champion du monde, mais pour moi, je suis toujours un outsider. Ouais, j'ai été champion du monde, enfin, j'ai été champion du Ultra Trail World Tour. Ça s'est bien goupillé, on va dire. Mais je me considère quand même comme un outsider. Alors, je suis pas stressé. Moi, quand j'arrive sur une ligne de départ, j'en vois plein des fortiches, il y en a partout. Et moi, je vais essayer de tirer mon épingle du jeu au milieu de tout ce monde. Et je connais mes qualités. Je suis pas du genre à partir devant parce que sinon j'explose. Donc, je suis plutôt dans une position favorable parce que je suis un peu en retrait. Ou alors, si vraiment je suis devant dès le départ, c'est qu'il y a pas grand monde. Mais sinon, je suis plutôt en retrait et petit à petit, je remonte. Alors, dans la tête, c'est très positif. Et puis, ça fait aussi que je me laisse pas embarquer par le rythme des autres. Je reste dans ma bulle. Je reste dans ma bulle, mais par contre ouvert sur tout ce qui se passe autour, avec toujours quand même cet esprit de compétition, sans perdre de vue où sont les copains pour pouvoir revenir dessus, voir, gérer mon rythme en fonction, quoi. Savoir si à un moment il faut vraiment que je fasse l'effort d'aller sortir de ma zone de confort pour essayer d'aller grignoter des places. Donc je suis pas stressé, j'attends ça comme un jeu et un peu souvent on me dit oh c'est un Pac-Man Antoine, bah oui c'est ça, c'est un peu un Pac-Man. Je prends ça comme un jeu, voilà, je suis en retrait et puis je vais grignoter et de toute façon je peux pas faire autrement parce que je suis pas une fusée, je suis plutôt un diesel. Alors voilà, j'ai choisi aussi l'ultra parce que ça me convient parfaitement. Comme le disait Audrey, ce qui est important, c'est d'être vraiment bien dans sa spécialité, dans ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. Puis à partir de là, il n'y a pas de raison y a pas de raison de se faire du mouron, quoi. Ça va bien. Parfait. Et c'est d'où le surnom le métronome. C'est vrai que c'est un surnom que tu Du coup, as. il y a un blanc. Oui. Oui, d'où le Ce surnom que tu surnom as. du métronome, ça vient de là, hein, Ouais. simplement parce que c'est. Pardon? Ah, la connexion est. Il y a peut-être eu une coupure, je sais pas, j'ai pas entendu par rapport au métronome. Oui, savoir quoi, Ouais. voilà. Si c'est bon là, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, d'accord. Alors du coup, oui, le nom de métronome, ouais, c'est parce que j'aime bien calculer un peu à l'avance mes temps de passage. Ça m'aide beaucoup pour la course. J'aime bien ça. Là, je l'ai encore fait là pour la course en Italie ce week-end. Je connaissais pas le terrain, mais bon, j'ai regardé des vidéos pour voir un peu comment m'attendre. Et puis, j'avais estimé un temps de Ouais. Alors, 13 on a h quelques petits problèmes de connexion, au final. Et Antoine. puis, du coup, j'ai fait 13h20 et 10 secondes. Ouais. C'est rigolo. Alors, on a quelques petits Mais problèmes de connexion, Antoine, euh, pour t'entendre. euh, Si c'est Bruno Ouais. veut bien. Alors, oui, je Antoine, je pense qu'il y a quelques petits problèmes de connexion. mieux Bruno va bien, reprendre mais peut-être ouais, c'est ça, en fait, le En métronome, fait, ça, il c'est parle non aussi parce comme un que je Pac-Man. connais mes capacités en côte, en descente, sur plat, par rapport à telle ou telle condition météo et de terrain. Voilà. Ah, ok, moi je vous entends.
On t'entendait pas très bien, Antoine. Voilà, on t'entendait pas très bien. Je laisse la main à Bruno. Ça Voilà. marche ou pas? Merci. Oui, Ça marche, mais par Alors, intermittence. voilà. Ouais, alors on avance, Yoann. On avance sur la présentation. On va peut-être passer vite parce que là, c'est des choses sur lesquelles on a déjà évoqué quelques points. Je parlais tout à l'heure de 10 titres, de 10 titres de champion du monde pour Teddy Riner, 13 titres à Roland-Garros chez Nadal. Enfin oui, voilà. Enfin, c'est cette notion d'envie, de jamais être rassasié, d'avoir toujours envie de recommencer. Ça, c'est quelque chose qui est caractéristique. Ensuite, diapo suivante. Vraiment, ce qui pour moi va au-delà du trépied de la performance, hein, qualité, entraînabilité, volonté. Il y a, moi je l'ai constaté puisque j'entraîne des athlètes. Je fais toujours référence à Pascal Fétizon ou à Laurence Klein qui sont les plus connus, mais il y en a d'autres. Moi, ce que je constate, c'est que Corinne Gruffaz en ce moment, qui est en équipe de France de 24 heures, ils ont ces champions, enfin ceux qui réussissent, ont cette qualité d'être en capacité d'écouter, mais pas seulement d'écouter, mais aussi d'appliquer. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. Quand on veut réussir, quand on veut progresser, on doit être à l'écoute de la personne ressource, quelle qu'elle soit. On doit être ouvert. Et c'est ça aussi qui fait la qualité du champion. Voilà, on peut constater quand on écoute Audrey et quand on écoute Antoine, c'est des gens qui ont une grande humilité, mais c'est aussi des gens qui sont en capacité d'écouter et non seulement d'écouter, mais c'est des éponges et ensuite d'appliquer. Alors, je ne sais pas s'ils ont des anecdotes particulières à ce sujet-là, mais ce serait peut-être intéressant de les écouter justement pour savoir si eux sont dans ce domaine-là. Après, nous, on est dans des domaines, dans les longues distances, où on n'a pas forcément autour de soi un staff technique qui est très très important, mais parfois certains athlètes de haut niveau n'ont même pas d'entraîneur. Ça arrive, où sont leurs propres entraîneurs. Mais je pense que cette capacité d'écoute et de mettre en application ce qu'on leur transmet, alors qu'ils sont champions et alors qu'ils connaissent beaucoup de choses quand même, c'est une caractéristique importante. Audrey, est-ce que tu veux, au niveau de ton entourage, effectivement, écouter, appliquer? Bah, tu as travaillé en collaboration notamment avec Antoine. Et aujourd'hui, comment tu fonctionnes? J'ai toujours un entraîneur qui s'appelle Pascal Baducci. Et donc oui, je pense effectivement qu'on est très à l'écoute et qu'on aime bien faire les choses. En tout cas, c'est mon cas. J'aime bien faire les choses correctement et j'ai aussi besoin. Alors ça, je sais que c'est pas forcément la même chose pour tout le monde, mais moi j'aime bien avoir un retour et j'aime bien être sûre que ce que j'ai fait est juste et est-ce que c'était bien adapté et que alors j'essaye de pas être trop pénible avec ça parce que ça peut être aussi pénible pour les entraîneurs, mais c'est vrai que j'ai besoin aussi de savoir que je suis dans le juste et que j'ai suffisamment donné et que j'ai plutôt en fait tendance à donner même presque trop par rapport à ce qu'il faudrait. J'ai du mal à doser l'effort, notamment quand j'ai des séances qualitatives. J'en ai parfois qui doivent pas être faites à fond et j'ai du mal à ne pas à me donner à 50%, à 60%, 80%. Moi, c'est toujours à fond et c'est vrai que ça, c'est un problème. Mais oui, en tout cas, écouter, appliquer et avoir besoin d'être toujours dans le juste et c'est quelque chose en tout cas, qui me parle. Ouais. Antoine, c'est bon au niveau du son, normalement, c'est bon, tout est Ouais, là, je robuste. vous entends. Ouais, c'est revenu? Ouais. Ouais. En fait, j'ai pas entendu au début, mais par contre, je lis être capable d'écouter et d'appliquer. En fait, moi, j'ai pas d'entraîneur. J'en ai pas eu. Une courte période, j'ai eu quelques conseils. C'est plutôt écouter les avis de spécialistes autour de moi sur la nutrition, sur la préparation mentale. Je dirais sur les facteurs un peu extérieurs qu'on doit simplement courir.
et qu'on doit gérer, qu'on est amené à rencontrer tout le temps sur nos parcours. C'est plutôt ça. Après, en termes de préparation, bah non, je suis plutôt autodidacte depuis gamin, donc de ce côté-là, non. Mais pour moi, effectivement, j'ai transformé beaucoup de choses dans mes habitudes grâce aux spécialistes en écoutant leurs conseils. C'est très important pour moi. C'est exactement ça en fait. Alors on est dans au-delà de l'entraînement, au-delà du trépied. Donc ouais, tu as parfaitement illustré ce que je voulais dire. C'est cette capacité de faire un peu l'éponge et d'écouter à droite à gauche pour ensuite appliquer. Bien. Alors on va avancer, comme ça on va pouvoir après basculer sur les questions-réponses. Voilà, donc c'est voilà. Oui, un champion et celui qui réussit ne réussit jamais seul. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a et un chef d'entreprise non plus et un musicien non plus. Celui qui réussit a cette capacité aussi de savoir s'entourer des bonnes personnes, de choisir les bons collaborateurs. Bah, Antoine vient d'en parler en exprimant lui comment il avait fonctionné. Bon, je pense que Audrey aura des choses à nous dire, mais c'est vraiment aussi une caractéristique de celui qui réussit. Et là, je pense souvent aux entreprises ou aux chefs d'entreprise parce que eux, ils ont des collaborateurs et c'est important. Mais moi, en tout cas, dans ma carrière, j'ai vraiment croisé des tas de gens qui m'ont vraiment aidé à franchir des paliers, que ce soit sur le plan de la nutrition. Ben, moi, le laboratoire Efinop, je l'ai vu naître. Hein. Quand j'étais encore en activité, que ce soit au niveau de la préparation mentale, que ce soit au niveau voilà, de tous les facteurs périphériques, ce qu'on appelle aussi des facteurs invisibles. Celui qui réussit doit savoir bien s'entourer. Et c'est ça aussi le message qu'on peut faire passer à ceux qui nous écoutent. Sachez vous entourer des bonnes personnes, c'est très important. Merci Bruno, effectivement, de faire l'aparté, parce qu'on a l'occasion, effectivement, j'en ai pas parlé en introduction, mais effectivement, le laboratoire Efinop Nutrition, on est spécialiste dans les compléments alimentaires santé, mais également sur la nutrition médicale ou encore nutrition sportive. C'est la raison pour laquelle on peut aujourd'hui, effectivement, avoir des partenaires comme Audrey, Bruno également, Antoine Guillon, Armel Tripon et bien d'autres. Et on est ravis aussi d'apporter notre expertise au quotidien auprès d'eux. Et on apprend mutuellement. Donc, c'est une collaboration qui est importante et qui est pérenne. Et effectivement, pouvoir faire confiance, c'est très important pour une entreprise partenaire, notamment les partenaires vis-à-vis de nous. Donc, on travaille sur la durée et quand on voit le succès de nos sportifs actuels, que ce soit Audrey, Antoine, Armel, Charline ou bien d'autres, et ben, on est vraiment ravis de participer à notre petit niveau à leur atteinte d'objectifs, leur performance et l'épanouissement dans leur pratique sportive. Donc ça, c'est vrai que ça nous fait vraiment plaisir et on est content de voir ça. Voilà. Ok. Je vous propose ensuite alors effectivement connaître ses limites, ses capacités en faisant preuve de modestie. Je crois qu'en termes de modestie, soit Antoine ou Audrey, effectivement, on l'a bien présenté au préalable. C'est des notions importantes. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir sur cette diapo ou on passe ensuite sur je pense que ça va être difficile pour eux de parler d'humilité. Moi, je peux en parler parce que je l'ai déjà dit d'ailleurs. Je l'ai déjà dit. On le voit, il n'y a pas besoin d'en parler. On voit qu'ils sont humbles. Voilà, eux sont humbles et c'est vraiment une des caractéristiques de celui qui réussit justement, c'est d'avoir cette humilité, ce regard sur soi-même avec de la distance. Et c'est ça qui évite plein d'écueils parce que mine de rien, quand on atteint un tel niveau, si on n'a pas un minimum d'humilité et de regard sur soi-même, c'est difficile de ne pas se perdre. Et il y en a beaucoup qui se perdent justement parce qu'ils manquent profondément d'humilité. Mais là, on a eu la preuve là pendant tout ce webinaire que l'humilité, il l'incarne bien. Mais en fait, je pense que c'est, un point qui illustre ça, c'est qu'en fait, on est concentré sur ce qui nous reste à faire en fait, on peut avoir des modèles en tête et puis voir par rapport à ce que nous on peut faire, voir qu'on en est encore très loin. Et certaines personnes vont regarder ce qu'ils sont déjà arrivés à faire et vont se
se satisfaire entre guillemets de ce qu'ils ont, et d'autres vont voir plus haut et vont voir qu'ils sont encore très loin de l'objectif qu'ils aimeraient avoir. Et ça, forcément, ça nous met dans une position, on va dire, plutôt pas inférieure, mais en tout cas, savoir qu'on est encore très loin de certains modèles qu'on peut avoir en tête. Et puis, il y a aussi l'aspect de la nature dans notre pratique, je pense, qui nous remet rapidement à notre place aussi. Donc voilà, je pense que c'est 2 points qui sont importants, hein, notamment en trail. On fera encore plus. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, à ce moment-là, je vous propose de passer effectivement. Alors, effectivement, on parlait de la réalisation de la performance se joue sur des détails. Bruno, effectivement, sur cette notion de détail. En fait, celui qui réussit, une fois de plus, on peut penser que tout lui vient comme ça facilement, et en fait, non. Celui qui réussit, il va tout gérer, il va gérer tout dans les moindres détails, il ne va rien laisser au hasard. Il faut savoir que à haut niveau, tout le monde a des qualités, tout le monde s'entraîne beaucoup, et tout le monde, en général, le jour J, sait jouer la partition sans fausse note. Donc, tous ces champions savent très bien que ça va se jouer sur des détails, sur des petits détails, mais je dirais, ils le savent, mais c'est dans leur instinct, c'est dans leur ADN. C'est-à-dire que celui qui réussit, il ne laisse rien au hasard et il se soucie du détail, d'une part parce que c'est son ADN et c'est sa façon d'être, mais aussi parce que une victoire, elle se joue forcément à un tel niveau, elle se joue sur des détails et il ne faut en négliger aucun. Merci Bruno. Alors, on va passer sur cette notion de question-réponse. Je vais vous proposer, soumettre quelques questions qu'on a pu sélectionner, parce qu'il y a eu de nombreuses questions. D'ailleurs, on remercie tous les participants pour ces questions. Alors, la première question, c'est la suivante, c'est celle de Sylvain. Il demande, est-ce que renforcer ses points forts au lieu de vouloir corriger ses points faibles, que pensez-vous? Est-ce que c'est une solution pour être performant? Qui répond en premier? Alors, qui répond? Eh ben, on va commencer par Audrey. La prochaine sera pour Antoine. Tiens, puni. Je pense que c'est important de renforcer ses points forts. Déjà parce que c'est plaisant et que je pense que le plaisir fait partie aussi de la progression vers la réussite. Mais je pense que quand même, il faut avoir en tête ses points faibles parce que, comme le disait Bruno tout à l'heure, la réussite va se faire sur des détails et qu'on ne peut pas complètement occulter non plus ce point faible. Donc, je pense que le renforcement des points forts est important, mais l'amélioration des points faibles est aussi quelque chose d'important. D'accord. Je vais passer effectivement. Alors, je passe sur une autre question. Donc, j'avais dit que la prochaine c'était pour Antoine. Antoine, voilà une question sur l'entraînement sur l'ultra. C'est Grégory qui pose cette question. Est-ce que d'avoir un ratio, alors c'est technique là hein, pour le coup, 70% de vélo et 30% de course à pied pour une prépa d'ultra, est-ce nécessaire ou non de courir plus? Est-ce une bonne solution pour éviter les blessures? On laisse l'expert répondre. 70% de vélo, tu as dit? 70% de vélo et 30% de course à pied. Ouais, ça me paraît beaucoup en vélo. J'aurais plutôt tendance à dire 50-50 sur des périodes sur des périodes de l'année et où on est peut-être un peu loin des objectifs. Et puis quand on se rapproche des objectifs d'ultra trail, je basculerai davantage sur le trail. Là, je mettrais 60% de trail et puis 40 de vélo. Je serais plutôt dans cette fourchette-là, même moins de vélo encore juste à l'approche. Pour donner une idée, moi je suis à 35% lissé sur l'année, 35% de mon temps en vélo. D'accord. Voilà. Mais après, tout va dépendre bien entendu des objectifs. On va pas mettre autant de vélo sur une préparation d'un trail très roulant comparé à un trail qui va avoir beaucoup de dénivelé. Ça dépend de ce qu'on prépare, je dirais. Il va falloir l'adapter. D'accord. Je suis plutôt dans cette fourchette. Alors moi, si je peux me permettre d'intervenir, c'est l'entraîneur qui parle là. Sur le point 1, je rejoins Audrey. Je crois qu'il faut vraiment travailler ses points forts. On progresse plus sur ses points forts, mais ne pas négliger ses points faibles. Et après, sur l'entraînement vélo,
pour moi, enfin, Antoine, je pense, confirmera, rien, surtout quand on est sur l'ultra trail, rien ne remplacera jamais une séance de course à pied. C'est-à-dire que les sollicitations musculaires de la course à pied, notamment les sollicitations en excentrique, en descente, ne se travaillent qu'en course à pied. Le vélo ne remplacera jamais une séance d'excentrique. D'ailleurs, il suffit de mettre un cycliste sur un ultra trail et on voit tout de suite le résultat. Les dommages musculaires sont considérables. Donc, 70% de vélo et 30% de course à pied pour préparer un ultra trail. Je crains que Grégory n'ait très très mal aux jambes très vite et très tôt et qu'il ne soit pas prêt musculairement à encaisser les sollicitations très spécifiques du trail. Merci. Par contre, s'il trouve un vélo qui commence à avoir mal aux jambes, bah, c'est pas mal parce qu'il peut vraiment rattraper le peloton là. Tout à fait. J'ai deux questions, mais ça rejoint cette notion de mental, celle de Ralph et de Gwenaël. C'est sur cet aspect, est-ce que physiquement on a des limites, mais est-ce que c'est finalement pas le cerveau, le mental, notre limite? Et Gwenaël rebondit sur ça, et ça fait écho à ce qu'il voulait dire. C'est comment lui, les clés pour mentalement finir, par exemple, là il passe d'une distance sur 100 km route. Pour le coup, voilà, et cette notion de le mental prend le dessus sur ses limites physiques. Ouais, bah, le mental, c'est sûr qu'il intervient beaucoup dans la réussite. Je dirais pas qu'il va remplacer les qualités physiques. Je pense qu'il faut vraiment s'armer des meilleures qualités physiques pour avoir déjà accompli une bonne part du travail mental. C'est-à-dire que bien s'être entraîné, bien s'être préparé va donner une confiance qui va aussi aider à atteindre son objectif, quel qu'il soit. En revanche, la préparation mentale peut peut-être être un plus si elle est ciblée à un cas de figure qu'on peut rencontrer lors de la compétition. Si c'est de la grande altitude qu'on n'a pas l'habitude, si c'est des mauvaises conditions qui sont classiques sur ce type d'épreuve, ou la chaleur ou le froid. À ce moment-là, une préparation spécifique va peut-être être un plus, mais je pense qu'il n'y a pas de meilleure préparation mentale que sa préparation générale, y compris en incluant l'approche du matériel, préparer la course avec son assistance, enfin tout ce qui va être lié à la préparation de l'objectif va rentrer pour moi dans cette préparation mentale complète. D'accord. Et toute dernière question, ça va être au niveau de la gestion des blessures. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques, voilà, savoir ce que vous faites en termes d'entraînement, d'alimentation? Moi, je pense que la blessure, elle se gère notamment avec tous les autres facteurs. Il y a le facteur entraînement qui est très important, la charge d'entraînement dont on a déjà parlé. Et puis, il y a aussi tout ce qu'il y a autour, à savoir effectivement l'alimentation, une alimentation adaptée au quotidien, et le sommeil, et on voit plus et voilà, tous ces autres facteurs, je pense que c'est important à gérer au quotidien. Le principal, c'est qu'on te voit toi. Ouais, non. Ouais, Yoann, on s'en fout. Attends, il est repassé. Excusez-moi. J'ai eu une petite blessure technique là. C'est bon, je suis revenu. Non, mais c'est sûr. Moi, on nous a souvent, on me disait souvent, tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Quand moi je faisais 100 km, 24 heures, et tout est dans la tête. Mais non, tout n'est pas dans la tête. Et Antoine, il a tout dit là. La meilleure préparation mentale, c'est la préparation physique. Voilà. Si on n'est pas prêt physiquement, on a beau avoir tout le mental qu'on veut, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Mais enfin, voilà, il ne faut pas répéter ce qu'a dit Antoine. Il a parfaitement raison. Ben, en tout cas, voilà, pour les questions, on ne peut pas répondre à toutes les questions. On a eu énormément de questions. On vous remercie vraiment. On remercie nos intervenants. Armel s'excuse, il y a eu un petit problème technique, mais on aura l'occasion, j'espère, de mener à bien de nouvelles webconférences et Armel sera à l'occasion présent. Je vous rappelle qu'effectivement, vous pouvez nous retrouver, que ce soit Bruno. Voilà, Bruno, on peut sur son site
sur lequel effectivement on peut retrouver tout ce qu'il propose au quotidien, ces notions de coach sportif, pas mal de stages qu'il organise tout au long de l'année du côté de Reims. Je me trompe pas, Bruno? C'est ça. Alors ça, et ça va faire rire nos intervenants, mais en montagne de Reims. Mais ça s'appelle comme ça. Et il y a du dénivelé en montagne de Reims. Ouais. J'ai organisé au mois de septembre un 100 km. Un 100 km, on avait 3800 mètres de dénivelé sur 100 km. Je ne raconte pas de bêtises. Ouais. Parce qu'on part. Ouais, non, mais c'est vrai. On part. On part de très bas. On part de la vallée de la Marne. Donc on monte sur les coteaux très haut. Donc il y a une concentration. Et c'est très joli. Il faudrait que vous veniez. C'est très très beau la montagne de Reims. Et on y boit de très bonnes choses. Ah, c'est vrai. Bruno, ouais. Antoine, bien sûr. Juste Bruno, voilà, ne pas oublier effectivement son nouvel ouvrage Performer Connecté qui arrivera bientôt et qu'on aura l'occasion de présenter. Je remercie également sincèrement Audrey. Merci Audrey, en direct des États-Unis, ça a fonctionné du feu de Dieu, super. On croise les doigts pour toi pour cette course, la Canyon de 100 km. On te souhaite le meilleur et puis bien sûr on te suivra sur la Western States le 26 juin et l'UTMB le 28 août. Antoine également, merci Audrey. Antoine, on te remercie pour ta participation également. On n'oublie pas que également tu proposes sur ton site Team Globe Trailer des stages également, plein de projets, des ouvrages, notamment sur Soyons Fous, ton best-seller autour de la Diagonale des Fous, le trail alimentation avec ta fille qui apporte de conseils vraiment très pertinents et également plus récemment effectivement les BD avec ce fameux coureur qu'on suit qui s'appelle Tim Runwood. Donc vous avez la possibilité, on relayera ça également sur les ouvrages que peut proposer Antoine. Voilà, je vous remercie sincèrement. Voilà, on est un peu pressé par le temps, veuillez m'excuser. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça rapidement. Et n'hésitez pas, alors pour tous les participants, il va y avoir un sondage. Nouveaux sujets, nouveaux intervenants prochainement. Voilà, merci à tous. Bonne soirée et à bientôt du coup. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci.